Balzac, vous le savez sans doute, est un romancier réaliste. Il est même considéré comme le grand chef de file du mouvement réaliste dans le roman du 19e siècle. Mais La peau de chagrin n'est pas seulement un roman réaliste. Non, c'est un roman fantastique parce que justement, c'est ce qui se passe dans ce roman, c'est l'irruption d'un élément surnaturel, d'un objet magique, dans un univers qui, lui, est réaliste. Donc on voit que le réalisme est en germe chez Balzac. C'est un très jeune Balzac qui écrit La peau de chagrin. On est en 1831, donc c'est au début de sa carrière d'écrivain. Même si son discours sur la société est déjà réaliste, il tire son inspiration d'un orientalisme magique. L'orientalisme, c'est ce mouvement très compatible d'ailleurs avec le romantisme de l'époque, on est en 1831, en plein dans l'âge d'or du romantisme, disons, en France en tout cas. Oui, cette peau de chagrin, cet objet magique oriental, qui vient sans doute de l'Inde, puisqu'il y a une inscription en sanskrit dessus, est justement cet élément qui va troubler la réalité de Raphaël, mais on verra que cette magie nous parle de la société telle qu'elle est, de la société dans sa dimension réelle, justement. Dès ce passage d'ailleurs, justement, situons-le, puisque c'est la deuxième étape de l'introduction, situons le passage avant de le lire. Raphaël de Valentin, on ne connaît pas encore son nom au début du roman. Pour l'instant, il est nommé l'inconnu. Et il songe à se suicider. Il est profondément malheureux. Et en attendant la nuit, il se balade, il se promène dans Paris, il veut attendre la nuit pour se jeter d'un des ponts de la capitale, et il entre dans la boutique d'un antiquaire, par hasard, et rencontre ce vieux vendeur. Il remarque et contemple au mur une peau de chagrin, c'est-à-dire une peau d'un animal. Le chagrin, c'est une espèce de mouton. Je viens de vérifier, le chagrin, c'est à l'origine un cuir qui est fabriqué. Donc oui, j'ai pas eu complètement tort en disant mouton, mais ça peut être aussi à partir d'onagre, donc c'est une espèce d'âne, et de chèvre. En tout cas, c'était couramment utilisé, notamment en couverture de livres, pour protéger et couvrir des livres au 19e siècle. Et ici, donc, cette peau fascine, dès qu'il la voit, Raphaël de Valentin. Il y a une inscription dessus, elle exaucerait, cette peau, tous les désirs de Raphaël en échange des jours de sa vie. Et le vieil antiquaire va mettre en garde Raphaël qu'il voit fasciné, absorbé par la peau. Bon, ici sur cette illustration, l'antiquaire a un visage assez diabolique, et il a l'air de vouloir intéresser Raphaël à cette peau. Mais vous allez voir que dans le texte, c'est pas aussi simple que ça. L'antiquaire n'est pas seulement une figure de la tentation diabolique et du pacte. L'antiquaire a un discours de sagesse au début de notre passage. Ceci, dit-il d'une voix éclatante en montrant la peau de chagrin, est le pouvoir et le vouloir réunis. Là sont vos idées sociales, vos désirs excessifs, vos intempérances, vos joies qui tuent, vos douleurs qui font trop vivre, car le mal n'est peut-être qu'un violent plaisir. Qui pourrait déterminer le point où la volupté devient un mal et celui où le mal est encore la volupté? Les plus vives lumières du monde idéal ne caressent-elles pas la vue, tandis que les plus douces ténèbres du monde physique la blessent toujours? Le mot de sagesse ne vient-il pas de savoir? Et qu'est-ce que la folie, sinon l'excès d'un vouloir et d'un pouvoir? Eh bien oui, je veux vivre avec excès, dit l'inconnu en saisissant la peau de chagrin. Jeune homme, prenez garde, s'écria le vieillard avec une incroyable vivacité. J'avais résolu ma vie par l'étude et par la pensée, mais elles ne m'ont même pas nourri, répliqua l'inconnu. Je ne veux être la dupe ni d'une prédication digne de Swedenborg, ni de votre amulette orientale, ni des charitables efforts que vous faites, monsieur, pour me retenir dans un monde où mon existence est désormais impossible. Voyons, ajouta-t-il en serrant le talisman d'une main convulsive et regardant le vieillard. Je veux un dîner royalement splendide, quelques bacchanales dignes du siècle où tout s'est, dit-on, perfectionné, que mes convives soient jeunes, spirituels et sans préjugés, joyeux jusqu'à la folie, que les vins se succèdent toujours plus incisifs, plus pétillants, et soient de force à enivrer même un corps diplomatique. Enfin, je veux voir la débauche en délire, rugissante et dans son char tiré par 4 chevaux, dont l'ardeur nous entraîne par-delà les bornes du monde et nous verse sur des plages inconnues.
que les âmes montent dans les cieux ou plongent dans la boue. Je ne sais si, alors, elles s'élèvent ou s'abaissent. Peu m'importe, mais je commande à ce pouvoir sinistre de me fondre toutes les joies dans une joie, car j'ai besoin d'embrasser les plaisirs du ciel et de la terre, dans une dernière étreinte pour en mourir. On aura beaucoup de choses à dire sur ce passage, c'est l'élément déclencheur de l'intrigue, du roman. C'est le moment du pacte où Raphaël affirme qu'il veut cette peau magique, il s'en fait le maître et il affirme aussi qu'il veut mourir dans la débauche. D'une certaine manière, tout le roman se joue ici, toute la suite se joue dans ce passage. C'est une grande anticipation, une prolepse sur la suite du roman. Bon, je ne vais pas en dire plus parce qu'on va étudier le passage, et il y a aussi un enjeu moral dans ce passage. Il est question de comment mener sa vie. Le dialogue entre le vieux sage mettant en garde et le jeune inconnu pour l'instant, en tout cas on ne connaît pas encore son nom, qui veut jouir de sa vie, qui veut jouir dans un excès constant, cela nous offre un contraste saisissant qui permet à Balzac de déployer un propos moral ou une réflexion morale en tout cas. La problématique qu'on va se poser à partir de ces quelques réflexions que je viens de jeter, c'est comment ce pacte annonce-t-il déjà le destin funeste de Raphaël et la réflexion morale portée par le roman. On va distinguer 3 mouvements dans ce passage. D'abord, il y a la leçon de morale de l'antiquaire. C'est même une leçon philosophique, un discours sur le bien et le mal, et sur la manière de mener sa vie, donc sur la morale. Ensuite, dans les lignes suivantes, l'affirmation et la confirmation du désir de Raphaël de se livrer à la débauche, et l'affirmation aussi d'un désespoir qui le pousse à faire ce pacte. Ensuite, il y a la déclamation plus précise du pacte par Raphaël, des termes du contrat qui vont le lier avec la peau, où Raphaël se projette dans un avenir d'excès, de débauche, de jouissance sans aucune limite, qui annonce la fin du roman. Commençons l'explication du premier mouvement. D'abord, avant de se lancer dans sa leçon philosophique et dans sa mise en garde, l'antiquaire montre la peau. Il dit ceci, donc c'est un déictique, c'est-à-dire que c'est un mot qui fait référence à la situation dans laquelle sont les personnages ici et à ce qui les entoure. Et ensuite, il va dire un autre mot, un autre déictique, ce sera le « la ». Et il montre la peau à ce moment-là. Le gérondif ici contribue à dramatiser, à théâtraliser la découverte de la peau par le lecteur, par Raphaël aussi, qui est encore appelé l'inconnu, mais aussi par le lecteur. Et il le fait avec une voix éclatante d'ailleurs. Donc oui, ça confirme qu'il dramatise, qu'il théâtralise cette révélation. Le pouvoir et le vouloir réunis, où se trouve la peau, même pas où se trouve la peau, qu'est la peau? La peau est, si on suit bien la syntaxe ici, le pouvoir et le vouloir. Parce que la peau a un immense pouvoir, mais aussi parce qu'elle connaît la volonté, le vouloir de celui qui en est le maître. Donc bientôt de notre personnage principal. Ensuite, il continue à préciser ce qu'est le pouvoir et le vouloir ici, en affirmant que la peau contient, ou même qu'elle l'est, encore une fois, vos idées sociales. Vos idées sociales ici, et toute l'énumération qui va suivre, à chaque fois déterminée par un vos, donc par cette deuxième personne du pluriel, c'est peut-être une manière de s'adresser à Raphaël, seulement à Raphaël, mais peut-être aussi de s'adresser à la société dans laquelle vit le jeune homme. Et donc les idées sociales, les imaginaires sociaux, les désirs, les intempérances, les joies qui tuent, toute la débauche de cette société que Balzac va peindre, a déjà commencé à dépeindre dans le roman, puisqu'il a commencé par une maison de jeu, donc un casino, l'ancêtre du casino, et qui va continuer à peindre dans tout le roman. Et à chaque fois, ce sont des termes qui annoncent la débauche, les excès. L'adjectif excessif est présent ici. Et les douleurs qui font trop vivre
rappelle le parcours associé à l'étude du roman, énergie créatrice, création et destruction, donc il fait référence à l'énergie vitale mal utilisée par les contemporains de Raphaël de Valentin. Et il explique ce qu'il veut dire par vos douleurs qui font trop vivre. Ça amène une justification, car le mal n'est peut-être qu'un violent plaisir. Oui, certes, il y a un peut-être, mais c'est une hypothèse qui est très forte, et c'est une hypothèse qui va être explorée dans tout le roman. Le mal, ce serait simplement se livrer trop au plaisir. Donc l'excès de plaisir, c'est condamnable. Pour reformuler la thèse ici, je dirais l'hypothèse, parce qu'il dit peut-être, ce personnage de l'antiquaire défend cette position de jugement moral. Et il dit dans la phrase suivante, cette question rhétorique, c'est pas la dernière question rhétorique de son propos, dans cette question rhétorique, justement, il dit à quel point la frontière est floue entre la volupté et le mal. Voilà cette antithèse dans cette phrase, deux mots qui ont des sens opposés. La volupté, ça désigne un vif plaisir notamment un plaisir charnel et sexuel. Un plaisir dont ça connote une certaine débauche au 19e siècle d'employer ce mot de volupté. Aujourd'hui encore d'ailleurs. Il y a aussi un chiasme ici qu'on peut repérer, puisque les termes volupté et mal sont répétés ensuite, mais dans l'ordre inverse, où le mal est encore la volupté, montrant qu'il peut y avoir un chassé-croisé, une inversion des valeurs ici, dans ce rapport entre plaisir intense et le mal. L'antiquaire va poursuivre avec deux questions qui corroborent cette thèse, où justement le plaisir ne serait qu'un chemin vers l'enfer. Paradoxalement, l'obscurité, les 12 ténèbres, blessent la vue, donc créent une douleur à celui qui les regarde, alors que les vives lumières créent du plaisir. Il y a donc, oui, une tromperie fondamentale qui serait à l'œuvre chez les êtres humains, ou contre les êtres humains, qui les mènent à leur perte. Le mot de sagesse ensuite, oui, une étymologie est rappelée, sagesse et savoir ont la même étymologie, sapiens, et il met en avant ce savoir en opposition au pouvoir et au vouloir. Ce qui nous sauve du pouvoir et du vouloir, c'est le savoir. C'est une bonne piste pour lutter contre la tyrannie du vouloir et du pouvoir qui est représentée très symboliquement mais aussi magiquement par la peau de chagrin. Donc ce savoir ici, ce serait la clé. Et justement, il va y revenir rapidement dans ce dialogue rapide qui fait le deuxième mouvement. De l'inconnu, donc le héros ici, va revenir sur le savoir. Mais d'abord, il confirme. Et ici, là, cette phrase est déterminante d'un point de vue de l'intrigue, d'un point de vue de ce qui se passe. Parce que, à ce moment-là, Raphaël de Valentin saisit la peau de chagrin. Il l'a entre les mains au moment où il dit « Oui, je veux vivre avec excès ». C'est à ce moment-là que son sort est scellé. Il ne peut déjà plus revenir en arrière, en tout cas son vœu de vivre avec excès, puisque c'est vraiment un vœu qu'il fait, le vouloir, le verbe vouloir ici est utilisé. Et ce vœu va être exaucé comme le génie d'une lampe magique exaucerait un vœu. Et c'est déjà le moment où, sans le savoir, Raphaël de Valentin commence son pacte. Et le vieillard, lui, il sait le danger que court l'inconnu à ce moment-là. Il dit « Jeune homme, prenez garde !» avec une incroyable vivacité qui contraste avec le terme de vieillard, et surtout qui contraste avec le discours de cet homme, de ce vieil antiquaire, qui dans sa leçon philosophique faisait de longues phrases. Ici, ça change complètement. Il veut sans doute prévenir l'inconnu une dernière fois, le sauver. Et Raphaël de Valentin, donc, lui, va s'expliquer d'abord sur son choix. Et oui, il rejette le savoir d'abord. J'avais résolu ma vie par l'étude et par la pensée. Il commence par rejeter le savoir et la sagesse, qui avait été la première intention de sa vie. Oui, c'était un étudiant et un grand lecteur, quelqu'un qui parcourait les bibliothèques, mais cette vie le frustrait, ne l'ont
cette vie ne l'a pas nourri, comme il le dit, avec cette métaphore de la nutrition. Et puis, le passage qui suit est révélateur et important à prendre en compte pour comprendre l'état d'esprit de Raphaël à ce moment-là. Il ne veut pas être trompé, c'est ça ici, hein, quand il dit « je ne veux pas être la dupe, je ne veux être la dupe », il ne veut pas être trompé par l'antiquaire, par l'antiquaire qui serait un charlatan. Ici, il est renvoyé à un charlatan. C'est ce qu'il dit quand il dit une prédication digne de Swedenborg. Swedenborg, c'est censé être un savant, c'est surtout l'image du savant charlatan qui croit à la magie, qui est crédule et qui veut faire croire ses lecteurs et ses disciples à la magie. Bon, la vérité, c'est que Swedenborg a aussi fait des ouvrages très sérieux, mais pendant une partie de sa vie, il a également, ce savant suédois, a également produit un tas de réflexions et d'affirmations qui sont complètement fantaisistes. Il ne veut pas non plus être trompé par cette peau de chagrin qu'il appelle amulette orientale. Ici, Raphaël affirme qu'il n'est pas superstitieux, et ça peut renvoyer justement à sa connaissance du monde, son savoir qui lui vient de l'étude et qui a une dimension beaucoup plus sérieuse. Donc il n'est pas superstitieux, il s'imagine que l'antiquaire est simplement en train de chercher à l'empêcher de se donner la mort. Il est très poli avec lui, il glisse un petit monsieur ici, mais c'est un monsieur qui est chargé aussi d'ironie. Oui, il réaffirme ce malheur qui s'abat sur lui, au point de dire qu'il est impossible pour lui de continuer à vivre. Et passons à ce troisième mouvement, où là, il a vraiment la peau entre les mains. Il faut l'imaginer avoir décroché la peau du mur, si elle était au mur, ou en tout cas l'attirer vers lui, comme il le fait sur cette illustration. Et ses mains sont déjà en train de trembler. Il est emporté par une sorte de folie du souhait, du vœu, qui va l'emmener dans une vie de débauche. Et avant de lui faire connaître la vie de débauche, déjà, il y a une énumération de la débauche qui va avoir lieu ici. Après le « je veux », c'est pas la première fois qu'il dit « je veux », et c'est pas non plus la dernière. Après cette expression du souhait, il l'avait dit ici, je veux vivre avec excès, je le souligne ici, il commence une énumération, une liste de tout ce qu'il veut. Et ça commence par un dîner royalement splendide, et ce dîner, donc cette fête, ce festin, va donner lieu à tout un décor qui va entourer, donc, et qui va dresser une image, un tableau de la débauche la plus complète, la plus totale, et même la plus raffinée, la plus perfectionnée, il dit. Bon, il parle ici du siècle, sûrement de la Rome antique, puisqu'il parle des bacchanales dignes du siècle où tout s'est perfectionné. Une bacchanale, c'est une fête, un festin, une orgie, un festin qui dépasse, qui ne se donne aucune limite. Donc c'est ce genre de fête tel qu'on en voit beaucoup dans l'imaginaire de la Rome antique, et surtout de sa décadence, de la décadence de Rome. Oui, c'est un tableau d'une orgie ici qu'il va dresser, en mentionnant la jeunesse de ses convives, mais aussi leur spiritualité. Ici, ça veut dire drôle et fin, spirituel ici à ce sens-là, capable de bons mots, c'est ça, être spirituel, et sans préjugés. Ça signifie ici sans doute sans morale, c'est-à-dire sans limite. Joyeux jusqu'à la folie ici, c'est exactement ce qu'il aura d'ailleurs dans la suite du roman. L'excès mène à oublier la sagesse. La folie ici contraste avec la sagesse dont il était question dans le propos au premier mouvement de l'antiquaire. Ensuite, ici il y a une répétition en anaphore d'une syntaxe du souhait et même de la prière. Le fait de commencer chacune de ces phrases par le mot que, c'est vraiment une tournure qui est propre à dire, à exprimer un vœu. Que les vins se succèdent
Bon, ici c'est l'affirmation évidemment d'une orgie par l'ivresse et par l'alcool. Et ces vins doivent être à la fois pétillants et incisifs. Il y a une surenchère aussi des superlatifs, toujours plus, qui est suivi et répété par un plus ici. Et ces termes-là ne sont pas choisis au hasard, ce sont les termes d'une effervescence, d'un festin immense. Et il y a une comparaison ici avec une sorte de blague, d'humour, qu'il soit capable de force à enivrer même un corps diplomatique. Un corps diplomatique, c'est tout un groupe de personnes représentant une autre nation. Donc ce serait des vins en quantité et en force suffisante pour rendre ivre plein de gens. La débauche, dans la phrase suivante, qui commence d'ailleurs par la réaffirmation de cette volonté, la débauche a une majuscule, c'est que c'est bien l'allégorie ici, la débauche suprême dans sa forme la plus accomplie, la plus complète. Le délire fait écho à la folie et prolonge ce champ lexical ici, on peut parler d'un champ lexical. Cette débauche va être représentée comme tirée par 4 chevaux, divinisée ici. C'est la déesse de la débauche que veut suivre Raphaël ici. Cette débauche va l'entraîner justement très loin. Il y a une espèce d'appel au voyage ici, à un exotisme par la folie, par-delà les bornes du monde. Regardez la proposition suivante, la phrase suivante commence à nouveau par cette tournure du souhait, du vœu, que les âmes. Et ici, ça me rappelle cette double postulat cette double postulation que dont Baudelaire affirme qu'elle est à tout moment dans chaque homme, vers l'enfer et vers le paradis, vers les cieux et vers la boue. C'est aussi un mot très baudelairien que celui de la boue, puisque Baudelaire veut changer la boue en or, mais ici c'est plutôt le trajet inverse, puisque des cieux, on va plonger dans la boue avec Raphaël, et il veut une perte de repère. Je ne sais alors si elle s'élève ou s'abaisse. Une perte de repère totale et une désinvolture, ici affirmée par le peu m'importe. Peut-être que la critique d'une société décadente est formulée par Balzac dans sa comparaison à la décadence de la Rome antique, qui a connu une chute dont beaucoup disent que c'est à cause de sa débauche. En tout cas, c'est inscrit dans l'imaginaire collectif depuis longtemps, dans l'imaginaire culturel. Donc c'est une façon de critiquer, de dénoncer les excès d'une société parisienne extrêmement riche et décadente, qui est formulée ici, et la fascination pour cette société par le pauvre Raphaël de Valentin, qui est pour l'instant n'est qu'un pauvre étudiant frustré, impuissant, sans le sou. Et bien justement se manifeste son désir de vivre dans ce qui lui apparaît comme des splendeurs, une vie qui vaut la peine d'être vécue, en tout cas dans son imaginaire. Et il va s'adresser à la peau de manière encore plus irrévocable, encore plus solennelle et radicale ici. Je commande, et cette fois non plus je veux, c'est un commandement et plus une volonté, d'être fondu de fondre toutes les joies dans une joie, donc c'est-à-dire de connaître une joie extrême, fulgurante, rapide, qui va le mener à sa mort dans une dernière étreinte. Et justement, sa mort, on va le voir dans la dernière explication sur Balzac, sa mort aura lieu dans une dernière étreinte. Ce commandement est une forme d'hubris, de démesure, dont se rend coupable ici le Raphaël de Valentin. L'hubris, c'est une manière que les hommes ont de rivaliser, en tout cas de vouloir rivaliser avec les dieux, c'est un mot qui nous vient du grec ancien, et de vouloir rivaliser avec la nature, avec les dieux, qui ne peut conduire qu'à leur perte, qui ne peut conduire les hommes qui en sont coupables qu'à leur perte et à une chute d'autant plus haut qu'ils ont réussi à se hisser, souvent par l'hubris, on peut l'écrire avec un U ou un Y, jusqu'à certaines hauteurs. Alors en conclusion, ce passage
malgré les mises en garde de l'antiquaire, nous annonce ce qui va arriver à Raphaël. Vous vous souvenez que notre problématique mettait en rapport la dimension morale du roman avec l'annonce par Raphaël de Valentin de son propre destin dans ce pacte qu'il scelle à ce moment-là avec l'Apo. Eh bien, pour y répondre, on peut voir que les propos de l'antiquaire, justement, engagent le roman entier dans une dimension de jugement moral, ou de réflexion morale plutôt, sur la vie menée par Raphaël de Valentin et la vie que la société dans laquelle il vit l'invite à mener. C'est pourquoi le premier mouvement ne doit pas être négligé. Ensuite, évidemment, l'excès de Raphaël est sans doute condamnable, et surtout, il y a une dimension tragique qui se dégage du fait que lui-même prononce ses propres malheurs en croyant se diriger vers ses plaisirs. Sans doute que Balzac incite son lecteur à regretter justement ce rejet de la sagesse et du savoir. On peut faire une ouverture en évoquant la fin du roman, peut-être, parce que les derniers instants de Raphaël, c'est justement une étreinte avec son amante Pauline, qui l'attire toujours, qui suscite toujours du désir, un désir charnel chez lui, alors qu'il est à l'agonie, alors qu'il est en train de mourir. Donc littéralement, il sera dans une dernière étreinte charnelle au moment de sa mort. On peut aussi, dans une autre ouverture, parler du mythe d'Icare, qui a justement à voir avec l'hubris, puisque Icare, c'est ce personnage de la mythologie grecque qui a créé, c'est avec l'aide de son père, mais il a créé avec des plumes et de la cire des ailes qui lui permettent de voler. Il veut s'approcher le plus possible du soleil, mais la cire va fondre et ses ailes vont tomber, et Icare va tomber d'autant plus haut qu'il a réussi à s'élever très haut, mais cette élévation était condamnable car elle était hubristique, elle était une démesure, une preuve de la démesure des hommes qui ne peut mener qu'à leur déchéance, qu'à leur chute. Voilà pour cette explication, j'espère qu'elle vous a été utile, j'espère même qu'elle vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.